Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est bien parce qu'on est en petit comité et du coup, ça laissera davantage place à plus d'échanges, un échange qui sera plus direct et voilà, ça me plaît, ça me va bien. En préambule, si vous le voulez bien, je souhaiterais qu'on ait un petit moment de recueillement pour mes deux collègues décédés des mains de barbares, à la fois donc Samuel Paty et Dominique Bernard, mais avoir un moment de mémoire pour, d'une manière générale, l'ensemble des victimes de la barbarie dans le monde, où qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Donc si vous le voulez bien, je vous invite à vous lever quelques secondes. Je vous remercie. Alors pour en revenir plus directement au thème qui sera celui de notre discussion de ce soir, et qui porte sur les valeurs de la République et sur la manière dont le sport peut être un vecteur de ces valeurs, la manière dont le sport peut transmettre les valeurs de la République. Je pense qu'on peut tous convenir ce soir pour dire que ma tâche va être compliquée. Compliquée pourquoi ? Parce que l'actualité du sport français ne va pas tout à fait dans ce sens. Si on prend les différents événements récents qui ont eu lieu dans le monde professionnel du sport, je pense qu'on ne peut que s'inquiéter. Je vais prendre un exemple très concret, le rugby, la Coupe du Monde, on en parlait tout à l'heure. La France a été éliminée par l'Afrique du Sud, et pendant 2 jours, alors je ne suis pas un expert de l'arbitrage du rugby, vraiment pas, j'ai quelques notions, mais je suis loin d'être un expert, mais pendant 2 jours, on a entendu les joueurs, les entraîneurs, les médias taper sur l'arbitrage pour justifier une défaite. Alors j'ai regardé la rencontre, et moi je me suis interrogé sur ce discours ambiant, sur cet arbitrage anglais, quand on sait qu'on a joué quand même pendant 10 minutes en supériorité numérique, qu'on n'a pas été fichu de mettre un essai ou d'obtenir une pénalité. Donc je me dis que rien que ça, c'est quand même problématique. Et on a peut-être un souci d'ordre culturel avec l'arbitrage d'une manière générale. Je rappellerai aussi les différents incidents qu'ont secoué le football professionnel et qui me touchent plus directement, que ce soit pour le coup, c'est pas tout à fait un championnat professionnel, même si Nancy a toujours le statut, sur le championnat de National 1, où des propos racistes ont été tenus en National 1 à Nancy, contre le Red Star. Je ne vais pas revenir, mais je vais l'évoquer rapidement, le classico entre PSG et Marseille, où des chants homophobes ont été chantés durant la rencontre et à son issue, il y a de ça 3 semaines. Et puis, évoquer, puisque le président de la Fédération française de football l'a fait, le cas d'un joueur de football professionnel qui a retweeté un discours faisant l'apologie du terrorisme très récemment. Donc, dire que le sport est un vecteur des valeurs de la République, aujourd'hui, vous avez compris, ça va être compliqué. Mais on va y arriver. Vous allez voir, on va y arriver, même si ce sera ardu. Alors déjà, pour détendre un petit peu l'atmosphère, je voulais savoir si ici dans la salle, il y a des gens qui pratiquaient régulièrement du sport, quel qu'il soit. Petit sondage en levant la main. Oui, super, ça fait plaisir, très bien. Parfait. C'est bien, donc on aura, je pense, l'occasion de revenir dessus tout à l'heure sur le temps des questions. Je vais me présenter rapidement avec un petit peu plus d'éléments qui ont été donnés en introduction. Voilà, je suis prof depuis que j'ai 26 ans et en même temps que je suis devenu enseignant, la même année, je suis devenu arbitre de football de la Fédération française de football. En gros, un arbitre de football, il débute sa carrière au niveau départemental, puis si les circonstances le permettent, il évolue au niveau régional, et puis si les circonstances le permettent, il peut arriver à la fédération, où là, il n'y a que
500 arbitres à peu près sur les 24 000 aujourd'hui qui évoluent sur tout le territoire national. Donc je suis arrivé en National 1, la 3e division, comme arbitre assistant. J'ai fait 2 ans dans cette division, puis après je suis monté en Ligue 2 où j'ai évolué pendant 3 ans, et ça fait maintenant 4 saisons que je suis arbitre assistant en Ligue 1. En parallèle de ça, je suis toujours enseignant 2 ans dans un lycée, au lycée Alain au Vésinet. Donc on est dans une commune très aisée, 6e commune par PIB par habitant, avec une population qui était fort sympathique et très simple à gérer en classe. Au bout de ces 2 années, j'ai fait une année en tant que TZR, titulaire en zone de remplacement, où j'ai pu enseigner dans différents collèges et lycées du nord des Yvelines. Et puis, par choix, je suis allé au Mureau, au collège Jules Verne, qui est un établissement classé REP+. Donc les établissements classés REP+, sont des établissements qui sont dits plus compliqués, puisqu'ils sont zone prévention violence, zone urbaine sensible, et surtout, le critère principal de REP+, c'est la pauvreté des familles, où on a un taux de chômage qui est très élevé. Ça fait 8 ans donc, que j'enseigne dans cet établissement. Je suis maintenant en disponibilité de l'éducation nationale, mais j'interviens encore 2 heures par semaine au sein de ce collège pour faire de l'arbitrage avec une de mes classes de 4e. Voilà, et en parallèle, j'ai une autre fonction dans les instances, qui est celle d'être président de la commission d'arbitrage du département des Yvelines. Donc je m'occupe des 365 arbitres yvelinois, où on désigne nos arbitres, on les évalue, on les fait progresser et on règle un peu les différents incidents qui peuvent se dérouler sur les terrains départementaux. J'aurai l'occasion d'en reparler parce que là aussi, le football amateur est un élément essentiel dont on viendra et on en parlera. Le sport amateur de manière générale. Alors cela étant rappelé, s'interroger sur notre sujet du soir, à savoir la capacité de transmettre les valeurs de la République, m'a conduit à mobiliser différentes notions. Et aujourd'hui, je m'appuierai dans un premier temps sur ce que peut nous apporter un petit peu la science et notamment la sociologie. Et ça risque peut-être, ou pas d'ailleurs, de vous étonner. Et puis, je vous parlerai un petit peu plus de mon expérience personnelle. Pour faire simple, la sociologie, elle conçoit le sport de 2 manières. Une manière un petit peu plus ancienne et très critique, qui date des années 80, fin 80-90, qui considère que le sport, d'une manière générale, est un phénomène fasciste. Et de manière un peu plus moderne et récente, la sociologie considère que le sport est plutôt et davantage un phénomène de socialisation, un vecteur de socialisation. Donc on reviendra sur ces 2 notions dans 2 premiers temps. Et puis après, je vous donnerai mon point de vue un peu plus personnel sur justement ce qu'on a pu faire au Mureau dans un 3e temps. Donc vous l'aurez compris, je suis professeur d'histoire-géographie puisque je découpe mon propos en 3 temps. Alors, le sport est-il fasciste ? Pour ceux qui aimeraient approfondir tout de suite ce sujet, je vais vous donner la référence du sociologue qui fait un petit peu autorité en la matière, qui s'appelle Michel Caillat, qui a écrit un livre qui s'intitule « L'idéologie du sport en France ». Cet ouvrage, il date de 1986. Alors, dans cet ouvrage, il rappelle déjà, en guise d'introduction, et à juste titre, quand on fait de l'histoire, que les régimes fascistes, totalitaires, soit l'URSS, soit l'Italie ou l'Allemagne, se sont très bien accommodés du sport et s'en sont merveilleusement servis à des fins de propagande. Tout de suite, on pense aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, qui vont mettre le régime fasciste en avant et vont faire une formidable vitrine pour ce régime totalitaire. Mais on peut aussi penser à la proximité très étroite et très présente qui existe entre de nombreux sportifs italiens qui ont adhéré au parti fasciste et qui s'en sont fait l'écho. Michel Caillat, il met aussi l'évidence sur les différents thèmes de ces régimes de partis d'extrême droite, encore aujourd'hui, qui sont intimement liés au sport. L'obsession, la décadence. On fait du sport parce qu'on ne veut pas devenir vieux, fatigué, cette idée-là. La volonté de créer un homme nouveau, qui est l'esprit saint dans un cœur saint.
dans un corse, hein, pardon. L'esprit national et le chauvinisme. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont sur Twitter. Il m'arrive d'y aller et il y a un compte que je suis particulièrement sur Twitter qui s'appelle la Fédération française de la loose. Et dans le cadre de ce compte, j'ai vu un petit message hier de ce compte qui disait allez, il est important que tous on soit unis derrière le seul pays qui reste encore en place qui est issu de l'hémisphère nord, à savoir l'Angleterre, et on est tous derrière l'Angleterre. Et ça concluait par non, en fait, on rigole, on ne peut pas être derrière l'Angleterre parce qu'on est français. Alors, c'est un compte qui est très suivi, qui d'ailleurs est souvent très acerbe et très drôle, mais il se moquait au passage un peu du chauvinisme en disant ça. Mais ça traduit quelque chose. Autre point autre point commun, le goût prononcé pour le décorum, d'une manière générale, au sein des grands événements sportifs et qu'on retrouve dans les régimes fascistes. Les rituels qui s'approchent de la parade militaire. Regardez les délégations à l'ouverture des JO, qui avancent avec le drapeau. Ça peut vous rappeler des choses. Enfin, ce qui est très présent dans le sport et qui est essentiel dans les régimes fascistes et totalitaires, c'est l'usage et la manipulation des sentiments des masses, qui est un élément très très présent également dans le sport. Voilà, j'aurais pu aussi évoquer et m'attarder davantage sur l'apologie de la souffrance, de la discipline, le culte des chefs, de l'héroïsme qu'on voit dans le sport, hein, ces joueurs héros, ces capitaines, ces entraîneurs qui sont des chefs et qu'il faut suivre. Évidemment, le racisme, qui est une donnée constante de ces régimes, qui est présent dans le sport. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde peut-être que de le dire, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de racisme dans le sport, et même principe pour le sexisme. Alors, toujours sur la plume de cet auteur, le sport est aussi pensé comme un outil de contrôle, comme une espèce de nouvel opium des peuples. Déjà en 1932, un homme comme Le Corbusier, architecte très connu, antisémite notoire et proche de mouvements fascistes, qui écrit à sa mère lorsque la France perd en 1940 en disant « J'espère qu'ils vont enfin liquider les juifs et les francs-maçons et rétablir l'ordre dans ce pays ». Donc voilà, un homme bien en tout point, vous l'aurez compris. Eh bien, Le Corbusier disait que le sport était un formidable outil de contrôle des populations. Je vais le citer, la sportivation urbaine a une fonction publique évidente, le contrôle permanent des habitants. Alors, il écrit ça dans un journal de l'époque en 1940 qui s'appelle Le Plan. Même discours qui se prolonge un petit peu plus tard sous la République, dans les années 1960, sous la plume d'un ministre, pas d'un ministre, pardon, mais d'un secrétaire d'État chargé à la jeunesse, au sport et aux loisirs, Joseph Comiti, qui affirme que le sport contribue à former une jeunesse fortifiée et à créer une société nouvelle, avec un climat social nouveau. Donc cette idée de contrôle du climat social, mais également de former un nouvel homme qui s'inspire, qui peut rappeler d'autres propos du passé. Voilà. En gros, pour résumer, ce qui conduit l'auteur à dire que le sport est fascisme. En tout cas, à penser pour une partie des sociologues de cette époque que le sport est en partie fasciste. On va nuancer évidemment ces propos. Pourquoi ? Parce que Caillat déjà ne dit pas précisément que le sport est fasciste. Il dit qu'il y a des éléments de l'idéologie du sport qui ont des similitudes très proches avec celles de l'idéologie fasciste. Et puis, autre élément qui va nous conduire à nuancer un peu ses propos, c'est que lui se base principalement sur le discours médiatique, sportif, qu'il a analysé au cours du XXe siècle, mais également sur le discours institutionnel et se focalise davantage sur le sport professionnel, plutôt que sur le sport amateur. Donc il regarde plutôt la vitrine pour essayer de comprendre le sens de ce phénomène social, au lieu de le prendre globalement et dans son ensemble. Alors, ce sport amateur, qui du coup n'est pas tout à fait évoqué et concerné, on va en parler davantage dans un second temps à travers le rôle essentiel qu'il joue comme vecteur de la socialisation.
Ce concept de socialisation, je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'il en est, mais je vais rapidement le réaborder, le définir. Il a été élaboré par Émile Durkheim, approfondi par Bourdieu ou d'autres sociologues comme Muriel Darmon. Et il se définit comme toute une série de normes établies par la société et qui s'imposent à l'ensemble des individus. Ce sont des faits sociaux qui sont transmis à l'enfance par des institutions socialisantes. Muriel Darmon, en 2016, dans son ouvrage qui s'appelle « La socialisation », définit ce terme comme étant l'ensemble des processus par lesquels un individu est construit, on dira aussi formé, modelé, façonné, fabriqué, conditionné par la société globale et locale dans laquelle il vit. Processus au cours duquel l'individu acquiert, apprend, intériorise, incorpore, pense des façons de faire, des façons d'agir, des façons de penser, des façons d'être qui se situent socialement. Alors, pour ces sociologues, il y a plusieurs temps et plusieurs lieux de socialisation. Ces temps, c'est l'enfance, principalement, premier temps de socialisation, qui se fait au sein de la cellule famille, qui se fait au sein de l'école. Autre lieu, temps de socialisation, l'adulte, l'adolescence, qui, elle, se fait tout au long du travail, mais aussi par le biais de ses fréquentations. Alors, l'idée, c'est de dire que la socialisation, elle se fait par deux biais. La socialisation de groupe, qui en fait correspond aux personnes qui vous entourent, les personnes avec qui vous allez discuter, les personnes avec qui vous allez travailler. On n'adhère pas forcément aux mêmes valeurs quand on travaille, par exemple, pour l'éducation nationale ou quand on travaille pour une grande banque mondiale, par exemple. C'est ça, concrètement, la socialisation. Je caricature, bien sûr, pour le besoin de la démonstration. Et puis, il y a la socialisation de genre qui se déroule, évidemment, pendant l'enfance principalement, qui passe par plein de choses, notamment le jouet. On n'offre pas les mêmes jeux à une fille qu'à un garçon. Ça se voit très bien dans les... Alors, ça se voit moins puisqu'il y en a moins, mais on est une génération qui a connu cela, les catalogues de jeux qu'on recevait, où vous aviez les pages pour les garçons, les pages pour les filles. Les pages pour les garçons étaient bleues, les pages pour les filles étaient roses. Ça, c'est des vecteurs de socialisation de genre. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, la socialisation, c'est pas forcément un concept négatif, et qui, par ailleurs, interdirait forcément les destins individuels. La socialisation peut ne pas avoir d'emprise sur certains individus, tout simplement parce que ceux-ci pourraient avoir une pluralité de milieux qu'ils seraient amenés à côtoyer. Je vais prendre mon exemple. Je suis dans l'enseignement et je suis en même temps dans l'arbitrage professionnel. Je ne vous dis pas tout, mais les valeurs auxquelles nous adhérons ne sont pas forcément les mêmes. Nos conceptions économiques ne sont pas forcément les mêmes dans ces deux milieux. Et c'est ce qui fait qu'il reste encore des destins et des projets individuels. Et puis il y a aussi l'effet d'anticipation qui, lorsqu'un individu voudra adopter les normes d'un groupe qui n'est pas le sien d'origine, eh bien il va se les faire siennes et n'intègre pas les normes du groupe dont il vient à l'origine. Voilà. Par ailleurs, nos institutions sportives, que ce soit nos clubs, que ce soit les associations, ont également tendance à participer à cet effort de sociabilisation. Communément, il est admis que la pratique sportive, elle a pour objectif d'améliorer les relations interpersonnelles entre les différents individus. On a un enfant qui sort peu, réservé, qui reste souvent seul chez lui, qui n'a pas beaucoup d'amis. Qu'est-ce qu'on se dit ? Bon, on va le mettre au sport, on se dit on va le mettre à jouer un instrument, on l'ouvre aux autres. Donc on adopte ce point de vue de manière assez commune. On dit aussi que le sport est là pour canaliser l'agressivité. On aura l'occasion d'en reparler. On dit également, de manière générale, que le sport permet aussi de dépasser ses limites. Alors ces trois buts, ils favorisent l'apprentissage des règles sportives et qui permet par la suite l'apprentissage des règles sociales. Ça, c'est ce que disent un certain nombre de sociologues, comme Gérard Bruand, qui est plus d'ailleurs un anthropologue du sport, mais qui considère qu'à travers le sport
un pratiquant va adopter toute une série de normes, de règles sportives, et qu'il sera plus enclin à respecter des règles sociales, les lois, la règle de la cité, par la suite. Alors ça marche si, dans la pratique du sport, l'individu, le pratiquant, respecte les règles. Or, aujourd'hui, on le sait grâce à des études sociologiques, notamment celles de Brenda Brendheimer et de David Shields, que les individus, dans un cadre concurrentiel qui est celui du sport, auront tendance à adopter des comportements, comme la triche par exemple, à transgresser des règles, à faire preuve de plus d'agressivité afin de l'emporter. La fin justifie les moyens sur un terrain de sport. Bien souvent, on va adopter un avantage, une recherche d'un avantage qui sera personnel ou qui sera même collectif quand on joue en équipe, afin de battre son adversaire. Et cette compétition, très induite dans le sport et dès le plus jeune âge pour certains sports, conduit forcément les individus et les pratiquants à avoir une morale qui est très personnelle. Oui, j'ai triché, mais j'ai gagné. Donc ça valait le coup. Est-ce que du coup on peut se dire que derrière cette transgression sera la même au sein de la société? Alors on se rend compte en fait que non. La vie sociale et la vie sportive sont souvent deux contextes spécifiques sur le plan sociologique et que bien souvent les comportements sont pires dans le sport que dans la vie sociale. Je vais vous donner un exemple très précis qui a eu lieu ce week-end dans le cadre d'une rencontre de Cambardella de football. Alors, j'ai parlé beaucoup de football, vous en doutez. Dans le cadre d'une rencontre dont je ne citerai pas les clubs, des jeunes encapuchonnés sur une rencontre amateur ont tiré des feux d'artifice sur le terrain. Alors l'exemple vient d'en haut, puisque c'est arrivé plusieurs reprises sur des compétitions de football professionnel les 2 saisons passées. Mais ça commence du coup à descendre maintenant au niveau amateur. Souvent c'est comme ça, avec un petit effet de décalage. Et donc sur une compétition de football amateur de jeunes de 18 ans, des jeunes ont fait tirer des feux d'artifice, ce qui est utilisé contre la police dans le cadre de certaines manifestations. Hein. On l'a vu cet été. Et n'ont pas fait ça pour stopper la rencontre ou fêter un but. Non, ils ont fait ça pour tirer sur l'adversaire. Et on le voit très bien sur une vidéo qui a été relayée par certains médias, des joueurs, et notamment un qui arrive en retard et qui est pris pour cible par ces feux d'artifice par plusieurs spectateurs. Ce comportement-là, on le voit dans la pratique sportive, en l'occurrence ce ne sont pas des pratiquants mais des spectateurs. On le voit aussi dans certaines manifestations, mais on le voit moins dans des lieux comme l'école, dans des lieux autres qui sortent de cette logique-là. Donc on a tendance à dire que les individus, les pratiquants se comportent mieux en dehors du sport que sur ces terrains. Alors la socialisation par le sport, si elle ne relève pas d'une logique occupationnelle, mon gamin fait rien le mercredi après-midi, je vais le mettre à l'escrime, je vais le mettre au vélo, je vais le mettre au foot, au basket, au hand, à ce que vous voulez, à la danse. Eh bien, ça, si ça ne relève pas d'une logique occupationnelle et si on n'est pas dans une logique consommatrice, je viens faire mon sport, je m'en vais, eh bien, il peut exister des vecteurs de socialisation pour faire passer des valeurs dans le cadre d'une pratique individualisée du sport à travers une formation donnée par des professionnels. Et j'insiste sur ça. Que ces professionnels soient des éducateurs sportifs, qu'ils soient des enseignants, qu'ils soient même des policiers à travers l'associatif, eh bien, il peut y avoir de vraies transmissions de valeurs. De vraies transmissions de valeurs, de règles, de normes, comme l'entend la socialisation. Bien encadrée, en réalité, la pratique sportive, elle peut créer du lien social. On a le sentiment d'appartenir à une structure, à un club, à une famille. Elle peut être aussi un outil de communication. On peut penser à ce qui était à l'époque et qui revient encore régulièrement dans le débat public, qui est la police de proximité.
où des policiers jouaient au football avec des gamins et avaient peut-être davantage de facilité à leur passer des messages qu'aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais ça illustre ce que dit une partie de la sociologie. C'est aussi, la pratique sportive, un moyen d'ancrage dans la société. C'est un outil qui permet d'accrocher les jeunes, de lui donner des repères. Truc tout bête, hein, mais ne serait-ce la ponctualité. L'entraînement, il est à 18h, c'est pas 18h30. La séance de sport, elle dure 20 minutes, elle dure pas 25 minutes, elle dure pas 15 minutes. Donc ça donne des repères aux jeunes en termes de tenue aussi. Quand on vient sur une rencontre, on met la tenue du club, on ne vient pas en claquettes chaussettes. La pratique sportive, en réalité, donc c'est un support qui permet, dès lors qu'elle est mise en œuvre par des professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont formés pour cela, de diffuser des pratiques éducatives et de mettre en œuvre, et je le pense avec un impact qui est certain, la diffusion de valeurs. Alors, ça me conduit doucement mais sûrement sur ce qui a été fait au Murau depuis quelques années à travers l'exemple de la classe arbitrage du collège Jules Verne. Alors cette classe arbitrage du collège Jules Verne, c'est un dispositif qui a été créé en 2016 par un collègue de PS et moi-même, qui au départ concernait les ateliers relais. Les ateliers relais, c'est des ateliers qui réunissent des élèves de différents établissements dans un bassin éducatif. Je vais prendre par exemple le bassin des Mureaux, autour vous aurez Épône, vous aurez les villes qui sont autour des Mureaux. Et dès qu'un enfant décroche, ne vient plus en cours, ou est exclu de cours parce qu'il est intenable en cours, eh bien on le place en classe relais, en dispositif relais, et ce dispositif a pour but de ramener des élèves qui sont déscolarisés. Et on s'était dit à l'époque que peut-être qu'en formant ces élèves à l'arbitrage, ça allait leur donner envie de revenir un petit peu dans l'école. Donc ça tombait bien parce qu'un atelier relais, c'était 8 semaines à l'époque, et c'était le temps de formation que moi j'avais eu pour être arbitre, et c'était le temps qui permettait de former ces élèves sur 2 heures par semaine. Et donc ces élèves sont devenus arbitres de football, et sont venus au collège non pas pour faire des maths, du français, non, ils sont venus pour faire de l'arbitrage. Et ils n'ont loupé aucun des cours, qui étaient très investis. Et l'idée derrière a été en fait de se dire pourquoi est-ce qu'on se contente de cet atelier relais, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas au sein du collège, sur une classe de niveau de 4e, parce que ce niveau de 4e est le plus dur, tous les ans, très régulièrement. Les 2 classes qui sont les plus dures, c'est soit les 5e, soit les 4e, et régulièrement les 4e. Donc on a créé cette place, on a créé ce dispositif, et dès le début, dès l'origine, on s'est dit qu'on allait faire une classe de 12 garçons et de 12 filles statutaires, avec la possibilité donc de rentrer dans ce dispositif sur l'aide de recommandation, de motivation, sur entretien oral. Et on a mis complètement de côté l'aspect les résultats scolaires, résultats sportifs. Non, tout ce qu'on voulait voir, c'était la motivation de l'élève et son comportement de manière générale. L'idée aussi, c'était de calmer les 5e. Puisqu'on s'est dit, si on dit qu'en 4e, pour intégrer cette classe, il faut avoir un bon comportement, eh bien les 5e vont peut-être faire l'effort d'adopter un bon comportement pour rentrer dans cette classe en 4e, avec plus ou moins de succès. Dans leur année scolaire de 4e, les élèves sont amenés, pendant le premier semestre, à suivre la formation théorique d'un arbitre de football. Et donc ils apprennent les lois du jeu. Fait simplement ça. Mais on aborde aussi toute une série de valeurs qui sont celles de l'arbitrage. L'équité, puisque l'arbitre doit être équitable entre des équipes, la justice, la persévérance, puisque pour faire de l'arbitrage, il faut être persévérant, surtout si les premiers matchs ne se déroulent pas très très bien, le courage, la mixité au travers de cette classe de 12 garçons, 12 filles, et puis aussi au travers de la pratique même de l'arbitrage, puisque c'est un âge où les filles arbitrent les garçons arbitrent les filles, où jusqu'en U14, il peut y avoir encore des équipes qui sont mixtes, même si ça se fait de moins en moins. Et donc l'idée était de vraiment accentuer cette classe sur cette thématique, et puis tout ce qui va relever de la rigueur, le respect des horaires, le respect de la parole donnée, le respect de l'autre d'une manière générale. En fait,
en devenant un bon arbitre, l'idée était de faire d'eux de bons citoyens. Différents thèmes sont abordés également dans leur année scolaire, plus encore que dans les autres classes. La liberté, la notion de liberté, la notion de laïcité. Comment et pourquoi est-ce qu'on traite ces sujets? Alors le pourquoi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous l'aurez compris, il faut le faire. Le comment, parce que le monde sportif et le monde football est concerné par ces débats. Vous l'aurez compris, la saison passée, avec l'interdiction du voile dans le cadre des rencontres de football, ou encore à travers l'interdiction de la pause boisson pour le ramadan, eh bien, en abordant ces débats avec les élèves, en leur demandant leur point de vue, en leur demandant de donner des arguments, en organisant vraiment un débat au sein de la classe sur ces sujets-là, eux-mêmes abordent les notions qui sont celles de liberté et qui sont celles de la laïcité et de l'égalité. Autre pan de la formation, les élèves deviennent des médiateurs. Médiateurs dans le cadre d'un projet qui s'appelle la médiation par les pairs. Et donc pendant leur année scolaire, ils ont cette formation et ils sont mobilisés par l'établissement pour régler les problèmes entre les camarades. Exemple typique, 2 élèves se battent dans la cour. On ne sait pas pourquoi. Et les élèves n'ont pas envie de nous dire pourquoi. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les 2 élèves qui se sont battus, on va leur dire, bon, vous allez être sanctionnés, parce que la sanction, elle sera là, de toute façon. Maintenant, soit on vous met beaucoup, soit on vous met un petit peu moins, mais par contre, vous vous engagez de discuter dans une salle avec 2 élèves médiateurs qui vont vous conduire à débattre. Et l'institution s'est rendue compte que ce dispositif qu'est la médiation par les pairs permettait de ramener un petit peu de paix, de pacifier le climat scolaire, et surtout d'éviter que lorsqu'on se bat dans le collège, on se batte encore après par la suite en dehors. Donc l'objectif, c'était de faire de ces élèves des médiateurs, ils le deviennent dans l'année de 3e, et le reste durant leur année de 3e. Donc ça fait un pôle de médiateurs pour tous les autres niveaux sur l'année suivante. Et puis, un des éléments qui est essentiel, c'est le moment où ils pratiquent l'arbitrage, surtout au second semestre. Et là, peu importe le milieu d'ailleurs dans lequel viennent nos élèves, moi j'ai grandi à Bougival, à la Selle Saint-Cloud, dans un milieu qui est aisé, et je ne respectais pas plus les règles que certains de mes élèves, parce que j'étais tout simplement un adolescent. Et lorsque nos élèves se mettent à arbitrer, ils passent de gamins qui, par nature, pour se construire, ont tendance à transgresser la règle, à des élèves qui vont d'un coup dire la règle sur le terrain. Et puis, ils vont la dire dans l'adversité. Parce que quand vous arbitrez un match de football devant 200 parents, qui sont persuadés pour certains d'entre eux que leur fils est le nouveau Mbappé, le nouveau Neymar, le nouveau Messi, je peux vous assurer que c'est compliqué pour ces gamins. On parle de gamins qui ont entre 13 et 14 ans, qui arbitrent, qui se font insulter par des parents, menacés par des parents, et qui retournent après dans le collège. Alors déjà, après ça, en règle générale, la relation avec l'enseignant n'est plus pareille. Parce qu'ils se mettent à la place. Ils se mettent à la place de celui qui dit non. Parce que faire appliquer la règle, c'est parfois dire non. Eux, c'est ce qu'ils font sur le terrain, les enseignants le font aussi dans la classe. Donc il y a une autre forme de respect qui se met en œuvre. Pour vous donner un exemple très concret, j'avais une gamine de 14 ans qui était très discrète en classe. Toujours très sage, très discrète, qui parlait jamais, qui était un peu à l'écart, et qui arbitrait une rencontre de football, et qui avait à côté d'elle un éducateur, enfin pas un éducateur parce qu'il n'était pas diplômé, mais un dirigeant, qui s'en est pris à elle, qui n'était pas d'accord avec ses décisions, et qui a passé son match à lui dire « Madame l'arbitre, vous trompez, non, faut lever comme ça, non, il y a hors-jeu, vous ne l'avez pas vu et tout ». Et puis au bout d'un moment, elle s'est arrêtée, elle s'est tournée vers cet adulte qui avait la quarantaine, et elle lui a tendu le drapeau. Elle lui dit « Vous voulez arbitrer à ma place ?» Et là, on parle d'une gamine de 13 ans extrêmement discrète, timide, qui renvoie dans ses 5,50 m, dans ses 22 mètres plutôt, un adulte qui, je peux vous dire, après, s'est tu. On l'a plus entendu du reste du tournoi. Eh bien, ça met en avant la valeur émancipatrice qu'est la pratique du sport pour de jeunes filles. Et c'est important.
Autre élément, nos jeunes élèves, dans le cadre notamment des finales de championnat U13, donc des joueurs qui ont 13 ans et moins, encadrent de jeunes joueurs qui font la touche, qui sont arbitres assistants, donc qui gèrent leur jeu. Donc en plus de ça, ils transmettent. Ils s'inscrivent dans une logique de transmission, d'encadrement, de formation auprès des joueurs. Donc ils vont répondre en quelque sorte la bonne parole. Et puis, les arbitres, vous y ferez peut-être un peu plus attention désormais lorsque vous les verrez, si vous arrive de regarder une rencontre sportive, ont ce qu'on appelle un écusson. Et cet écusson définit le niveau auquel ils évoluent. Eh bien, tous les ans, quand on forme des arbitres d'un point de vue institutionnel au sein du département de football des Yvelines, du district, on donne ces écussons aux arbitres. Eh bien, on a fait le choix pour cette classe de ne pas le donner dans le cadre de ces cérémonies, mais de le donner dans le cadre d'une cérémonie spécifique au sein du collège qui s'appelle les soirées de l'engagement citoyen, où tous les élèves qui œuvrent d'une manière générale pour la collectivité, pour l'autre, que ce soit ceux qui vont collecter des bouchons pour des associations, que ce soit des élèves qui vont aider les autres sur de l'aide aux devoirs, sur les éco-délégués, tous ceux qui vont avoir à cœur de penser collectif, eh bien, sont récompensés avec leur famille sur cette soirée, et on remet les écussons de nos élèves arbitres à l'occasion de cette soirée, pour mettre ça dans un contexte qui est plus global. Ils ne sont pas qu'arbitres, ils sont arbitres, mais en plus, le rôle qu'ils ont choisi de jouer, c'est un rôle qui s'inscrit dans une démarche qui est citoyenne. Voilà, donc pour conclure, je vais vous livrer une opinion qui est très très personnelle. Le sport, de mon point de vue, c'est le reflet tout simplement de la société. Il est capable du meilleur comme il est capable du pire. Et parfois, malheureusement, c'est dans le pire qu'il excelle. En tout cas, c'est souvent le pire qui est relayé par les médias, tout simplement parce que c'est le pire qui va garder de l'audience. Régulièrement, quand il y a un match de foot, on va parler longtemps d'une erreur d'arbitrage, parce que c'est ce qui permet de gagner de l'audience. On ne va pas parler d'une passe ratée, tout le monde s'en fiche. On ne va pas regarder les 15 passes ratées de tel joueur, au contraire, on l'évoquera rapidement à la limite. Non, on va parler de ce qui va susciter du débat. Et l'arbitrage en fait partie. Et de manière générale, tout ce qui relève de la polémique, donc les matchs arrêtés, les incidents, font vendre du papier. Et les médias étant des organismes privés pour la plupart d'entre eux, c'est normal qu'ils essayent de gagner de l'argent. Il n'en demeure pas moins que ce sport, c'est un formidable support pour créer et faire société. Créer du lien, faire société, transmettre des valeurs. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier point, celle des valeurs, où nous devons collectivement être vigilants. Encore plus dans le contexte actuel. Les autorités, de mon point de vue, doivent faire très attention aux discours et aux valeurs qui sont relayées dans toute une série de structures sportives. Et ça doit passer notamment par la formation des éducateurs, l'accompagnement des éducateurs qui doivent veiller à ne pas être dans une logique concurrentielle. Quand de jeunes enfants vont pratiquer un sport, ils pratiquent un sport. Ils ne viennent pas pour gagner contre l'équipe adverse. Et si on change ce discours, déjà, on aura gagné quelque chose. La logique concurrentielle, la compétitivité qui est mise en place dans nos sports peut nuire à nos valeurs que nous essayons de transmettre à nos pratiquants. Et de même, la surveillance de certaines structures qui ont parfois des discours anti-républicains dans leur club, dans leur structure, doit nous alerter et doit nécessiter toute notre vigilance. Alors ça soulève malgré tout la question du bénévolat et du statut du bénévolat en France qui fêtera bientôt ses 30 ans. Il n'a absolument pas changé depuis 30 ans. C'est compliqué aujourd'hui de recruter des bénévoles. C'est compliqué parce que les bénévoles d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, ils passent beaucoup moins de temps. Bénévole, l'étymologie du terme, c'est bonne volonté. Même avec la meilleure volonté du monde, tous les éducateurs, tous les bénévoles qui aujourd'hui accompagnent nos pratiquants ne sont pas forcément formés sur le plan pédagogique, ne sont pas forcément armés aux bons gestes
et ne savent peut-être pas transmettre les valeurs qu'il nous paraît important de donner à nos enfants. Plus que le sport, donc d'une manière générale, j'insisterai sur la pratique de l'arbitrage, comme une formidable école de la vie. Cette pratique de l'arbitrage, de mon point de vue, elle véhicule des valeurs qui sont très proches de celles de la République, et elle pourrait constituer, demain peut-être, un véritable socle de l'apprentissage de la citoyenneté. Mais il faudrait que ce soit développé davantage déjà dans le sport scolaire, et plus encore dans le cadre des pratiques des différents sports par les fédérations concernées. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'en ai fini pour ce qui me concerne et je réponds à vos questions avec plaisir pour ceux qui en ont.